Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là. Alors, déjà en partant, juste pour remettre un peu la table, toute notre présentation est en fait un gros Q&A. Donc, on va vraiment compter sur vous pour nourrir, disons, la discussion. Si jamais on n'a pas d'inspiration, c'est pas grave. Moi, j'ai 2 pages pleines de questions pour eux. Donc, il n'y a pas de problème. Puis c'est eux qui répondent, moi, je connais rien là-dedans. Donc, bienvenue à ce Q&A sur les approches créatives hybrides ou comment marier la technologie dans les arts vivants. Je vais me mettre ici pour que d'autres me voient. Bonjour. Je vais d'abord commencer par présenter très brièvement chacun des merveilleuses personnes qui sont ici. Puis après, je vais laisser chacun se présenter avec quelques petites images derrière eux. Puis après ça, on va embarquer dans le Q&A. J'avais d'autres notes. Je vais lire mes notes, moi, parce que je ne suis pas habitué d'être sur un stage. Alors d'abord, on commence avec Raphaël Dupont, diplômé des Beaux-Arts de l'École supérieure nationale de Poitiers. Raphaël explore les nouveaux médias à travers des installations interactives et des créations scénographiques dans le spectacle vivant. Salut Raphaël. Bonsoir. Mireille Camier. Mireille est metteuse en scène, comédienne et conseillère artistique dont les spectacles intègrent des technologies telles que la téléprésence. Bonjour Mireille. Bonjour. Et Didier Sto. Didier, un artiste de cirque chevronné, ainsi qu'un musicien, auteur, compositeur. Il a collaboré au Lab 7. Pour certains d'entre vous qui étaient là hier, vous l'avez vu performer. Vous allez le revoir performer, n'est-ce pas, ce soir, plus tard aujourd'hui. Sur les projets Drop the Act, ainsi que Livici, qui est basé sur son œuvre musicale. Merci David. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec... Est-ce que je pointe quelque part? Clic. Clic. On Clic. Je sais pas qu'est-ce que je posais faire de plus que cliquer. Ah, bravo. À toi. Merci David. Alors pour faire une brève présentation, globalement, comme l'a dit David, oui, j'ai fait les Beaux-Arts à Poitiers il y a un petit bout de temps maintenant. Et pour faire simple, c'était déjà un des Beaux-Arts qui était spécialisé autour de la question des arts numériques et des médias, de la vidéo dans des installations. Donc moi j'avais un travail d'installation numérique. Et le focus de mon diplôme et de ce que je cherchais là-bas, c'était autour de la question du geste, du corps et l'espace. Tout ça, comment tout ça se construit et ce qui me donne le vocabulaire pour créer des œuvres interactives, quoi. Donc globalement, comment le geste va appeler la manipulation d'un objet, d'une sculpture, d'une installation. Donc on allait essayer de trouver c'était quoi un geste culturel ou originel quelque part qui nécessitait de ne pas avoir d'explication de comment une installation doit marcher sans petite explication, mais que intuitivement on comprenne comment l'utiliser, comment le manipuler. Donc ça c'était un peu le but de ma recherche. Et finalement à la fin de mes études, je me suis vite fait attraper par des compagnies de danse qui avait déjà, en fait, où moi j'avais déjà expérimenté dans les études déjà la question avec des artistes de danse, de théâtre, dans la musique. Donc très vite je me suis fait attraper dans le spectacle vivant, qui n'était pas forcément mon endroit de prédilection. Et puis ça s'est enchaîné les spectacles les uns derrière les autres avec du théâtre, de la danse, de la musique. Où voilà, j'ai exploré les questions de l'installation interactive, mais sur la question du corps de l'artiste sur scène. Donc c'était de la scène, c'était plus seulement l'espace muséal mais une scène. Donc voilà, donc quelques questions de lumière, de son qui sont particulières à cet espace-là. Et puis globalement, il y a 3 ans, fin 2019, je me suis fait amener ici sur un projet du Cirque du Soleil. Et puis, qui a été... Donc, avant la pandémie. Juste avant la pandémie, et qui a été arrêté avec la pandémie. Mais du coup, les contacts se sont faits, puis j'ai été rattrapé par les 7 doigts. Maintenant, je travaille avec les 7 doigts de la main, au sein du Lab 7, voilà. Génial. Puis aux 7 doigts, tu as fait quelque chose? Oui, alors j'ai fait plusieurs projets. Mais c'est le mauvais sens. Mais là, je vais essayer d'en montrer 2 qui sont 2 pans de ce que j'aime faire, c'est-à-dire, si on le voit. Je pèse sur un piton et je pèse... Ah, pardon, je ne savais pas.
On y arrive. Ah, bravo! Là, du coup, là, c'est plutôt un travail chorégraphique, donc sur scène, avec en l'occurrence un artiste danseur, où on a travaillé sur le centenaire de Jean-Paul Riopel. Et là, l'idée, c'était de capter les mouvements du danseur et de pouvoir recréer en temps réel une peinture qui s'inspire d'une peinture de Riopel ou du style de Riopel. Donc, on voulait pas reproduire une peinture fidèlement, mais essayer de mettre une espèce un hommage à sa peinture, à son travail. Puis même si je peux rajouter, vous avez même rencontré des gens du Musée des Beaux-Arts qui vous ont décrit, disons, les étapes de création d'un tableau par Riopel. Où est-ce que vous avez su les coups de spatule, les longs traits, tout ça? C'est ça. Donc on a eu une visite privilégiée aux Beaux-Arts avec un spécialiste de Riopel qui nous expliquait tout son processus de création, donc quels étaient déjà dans son quotidien, comment il créait. Puis finalement, là on voyait que c'était quelqu'un qui faisait... si je suis trop long, vous me coupez. Hein. Je pense que ça va. Mais qu'en gros, c'était quoi les étapes de création? C'est quoi il va prendre une peinture, puis une couleur, puis une autre, puis avec cette spatule, il va appliquer par couche. Et puis c'était quelqu'un dès qu'il commençait une peinture, il était investi dans la peinture jusqu'au bout, puis il ne s'arrêtait pas, qui ne pas manger, pas boire, et puis il se jetait... En deux traits. Il commençait, il n'arrêtait pas tant qu'il n'y avait pas de tertier son œuvre. Il se jetait corps et âme dans sa peinture. Et du coup, ce qui est parfait comme vocabulaire pour une performance de danse, c'est la même dynamique. Et, donc le danseur, avec ses mouvements, créait créer de la peinture, mais du coup, après l'idée, là ce qu'on a développé, c'est de trouver un moyen pour chaque création, pour chaque objet, qu'est-ce qu'on veut capter dans le mouvement du danseur. Et là, on voulait pas capter tout le corps, parce que ça aurait été quelque chose de très... On voulait capter juste les pieds au sol. Donc sur une tranche de 20 cm au sol, là où il posait les pieds, on captait cette information et on générait une peinture avec la vélocité, le temps, toutes ces choses-là qui nous permettaient de créer la peinture. Donc c'était un travail avec Samuel Tétrault aussi, autant chorégraphique que de programmation, d'aller-retour, où en fait on va se dire, voilà, j'ai les limites du système, et du coup qui va peut-être donner un carcan ou quelque chose de limité, aussi dans la composition chorégraphique, et inversement, les besoins chorégraphiques allaient aussi me pousser dans des besoins de programmation différents. Voilà. Génial. Donc c'est une co-création. Puis l'autre slide qu'on a, c'est la collaboration avec Sublime. Merci, Florian. Il faut appuyer une fois, je crois. Ah oui, on va faire play. Non. Moi, forcément, mon Python, il fait jouer le back. On va faire jouer la vidéo. Ouais, voilà. Donc là, c'est une création qui a été faite avec Supply and Demand, donc le partenaire des 7 doigts. Qui est une installation qui s'est tout juste arrêtée, qui était à Calgary, un centre des sciences. Du coup, là, c'était une installation interactive où on récupérait la position des personnes, une position XY dans l'espace. Et du coup, ça, c'est une œuvre qui est basée d'une œuvre, à la base, une performance artistique que j'avais fait, moi, en France, il y a 5 ans, qui était une performance dans un dôme avec un musicien, moi, sur scène, et puis, du coup, les visuels, le son interagissaient en temps réel. Et surtout sur la question de la physique quantique. Donc on essayait d'explorer différents phénomènes de physique quantique et de tenter de les vulgariser musicalement et visuellement. Donc là, et puis du coup, on a travaillé avec lui et d'autres personnes ici, avec Supply, pour en faire une version muséale et interactive. Voilà, donc les visuels ont changé, mais les principes étaient les mêmes à peu près. Donc là, c'est les bosons de Higgs. Le boson de Higgs. Voilà, okay, le boson de Higgs. Donc, voilà. Évidemment. Donc, mais voilà. c'est super globalement. beau. Donc c'est un espèce de mix, voilà, comme ça, dont mon intérêt qui était entre les installations immersives interactives pour du public et aussi des créations sur plutôt du spectacle vivant avec des performeurs. Voilà. Génial. Merci. Merci beaucoup. beaucoup. On va passer à Mireille. Merci, Florian. Mireille, à toi. Oui, donc moi, je suis une metteuse en scène de théâtre. Je viens vraiment du milieu du théâtre. Puis dans ma compagnie, les productions de Qui tout double, on cherche toujours à faire un défi technique ou artistique à chaque production, un peu pour mettre au défi le spectateur. À travers différentes œuvres, là, d'abord, je faisais servir des mets chinois aux acteurs pendant tout le spectacle, toutes sortes de choses que j'ai essayées plus tôt. Puis en 2017, j'ai travaillé sur un spectacle où il y avait comme de la caméra live
en beaucoup de caméras live qui faisait qu'on parlait de relations de couple où toutes les couples, en fait, se parlaient toujours par le média de la caméra, en fait. Là. Donc, à partir de ce spectacle-là, qui était déjà avec un travail sur la distance entre les gens, en fait, la Société des arts technologiques qui travaillait sur la station scénique, le réseau Scène ouverte, où ils tentaient de développer une technologie pour créer des projets à distance. Donc, ont vu ce spectacle-là, puis ils m'ont approché pour réfléchir à une œuvre qui sera en téléprésence. Et ce qui a donné le spectacle Bluff 5 ans plus tard. Donc là, je vous parle c'était 2017. Là, est-ce que tu veux qu'on présente? Parce que là, as-tu passé par-dessus le non, premier? mais je vais revenir en arrière, tu vas parfait, voir. c'est bon. Après ça, je reviendrai tout à l'heure, je vais vous montrer des extraits. Et en parallèle de ça, j'ai travaillé sur le spectacle Intersection avec une compagnie de Barcelone et le Festival grec, donc avec Ricard Soler-Mayol. On a travaillé une œuvre qui était aussi en téléprésence, mais d'une autre manière. On voulait parler des mouvements citoyens puis le sentiment d'avoir envie de changer le monde et comment ça se manifeste dans différents pays dans le monde. Donc, on a approché 5 artistes dans 5 pays différents qui étaient réunis sur scène. Donc, on peut commencer par Intersection, qui est la prochaine. Merci, Florent. Donc, Intersection, c'est ça. Donc, c'était 5 artistes dans 5 pays différents. On avait une artiste à Tunis, un artiste à Barcelone, un autre à Téhéran, une autre à Taïwan et un autre à Montréal. Là, vous voyez en ce moment les images qu'on commence... Vu que les artistes n'étaient pas sur scène, ils devaient demander à certains moments du spectacle aux spectateurs de faire certaines actions vu qu'ils ne pouvaient pas être sur scène. Moi, j'étais une médiatrice sur scène avec eux. Ici, on voit David qui est à Barcelone, qui lui qui a vécu les indignés de façon... très intense, qui a vécu beaucoup de violences policières, puis il nous racontait un peu son sentiment. Puis c'était surtitré. Il parlait donc du temps où il y avait des Rastas, puis qui étaient sur la Plaza Catalunya. Puis ensuite, c'est ça. Donc l'idée, c'est d'interagir entre les 5 acteurs pour un peu réfléchir à comment le sentiment commun de vouloir changer le monde est semblable. Cependant, le contexte sociopolitique peut être très différent. Bien sûr, à Téhéran, Rambod avait pas du tout, ou même Yen Fun, qui est à Taïwan, qui raconte son sentiment aussi là, de vouloir de se lever comme citoyenne et de voir à recevoir de... Eux, ils ont des trucs... ils ont des grosses machines à eau qui pitchent sur les manifestants, puis ça fait très mal, par exemple. Donc, on les voit, là, les 5 ensemble. Donc, tout le spectacle, en fait, ils sont de leur chambre à coucher à l'heure où le spectacle se jouait à Montréal. Donc, par exemple, Rambod se réveillait à 3 heures du matin pour faire son spectacle à 4 heures, pour pouvoir jouer en direct à Montréal. Voilà, puis on en reparlera plus si on se rend à ces questions-là, mais l'idée, c'était vraiment en direct, là, donc on était en fonction de la fragile connexion Internet de ça. Mais bon, Hochelaga a quand même gagné la place où il y avait le plus de coupures d'électricité par rapport à Téhéran. Donc, quand même, voilà. Ensuite, c'est ça. Donc, l'autre projet, en fait, c'était... donc, c'est Bluff qu'on a travaillé avec la technologie de la SAT, où là, on a plus parti de la technologie, on a essayé de travailler une œuvre. Donc, on peut commencer le vidéo. Là, on a Véronique qui se trouvait à être... ça a été joué, donc, cet automne. Elle a joué en tournée, disons. Elle a joué à Alma, Rimouski et Sherbrooke. Et ensuite, il y a Étienne qui est à Rouyn-Noranda et il y avait Sariane qui était à Montréal et qui a aussi été à Gaspé pendant la tournée. Donc, au début du spectacle, on est plus dans un... Donc, c'est du direct. Il y a 3 publics qui sont réunis, qui ont acheté leur billet de spectacle puis qui... Dans 3 salles différentes. Dans 3 salles différentes. Chacun ont leur acteur, mais ils sont complètement interdépendants et simultanés. Donc, au cours du spectacle, disons, plus ça avance dans le spectacle, plus on est dans une immersion, disons, où on ressent de plus en plus naturel la présence de l'autre, dont avec ces petites surfaces verticales où, à certains moments du spectacle, on se rappelle même plus qui est qui. Puis lorsque la coupure se fait puis qu'on voit plus les autres acteurs, ben, on se rend compte qu'effectivement, on a juste une personne dans notre salle. C'est un peu ça le projet Bluff. Puis ça a été reporté avec 3 fois à cause de la pandémie. Vous ne pouvez pas vous imaginer la coordination pour trouver des salles disponibles au même moment. Ça a été fou comme histoire, mais on y est arrivé cet automne. Voilà. Wow. Super intéressant. On continue de finir de regarder les images.
Voilà, Ça mais doit- c'est la dernière phrase. Quel timing. Et en fait, là, la thématique de ce spectacle-là, c'est sur notre authenticité lorsqu'on est médiatisé. Donc, ça questionne nos relations à distance, puis comment on est réel quand on n'est pas là pour vrai. C'est un peu ça. Merci, Mireille. On passe à Didier. Didier, on n'a pas de vidéo, on a deux belles photos de deux projets qui te tiennent à cœur. Merci David. Je m'appelle Didier Sto, je suis artiste de cirque, aussi musicien, auteur, compositeur. J'ai fait le festival de Monte-Carlo en 2013. J'ai aussi fait la création de le spectacle Joya, en fait, avec David. C'était en 2014. Hein? J'ai fait 7 ans au Cirque du Soleil. Et puis, après ça, pendant mes 7 ans au Cirque du Soleil, j'ai aussi écrit, composé, enregistré 2 albums et demi, dont il y a certaines chansons qui ont été même présentées dans les séries américaines Dexter, Ordinary Joe. Alors, je suis très fier de mon projet de musique. Et puis, après le Cirque du Soleil, on a arrêté environ pendant la pandémie. Et je parle de « on » parce que je parle de moi et ma femme, mais aussi moi et les autres artistes de Trampe au mur avec qui que je participais dans le spectacle. Et puis, c'est pendant la pandémie, en fait, qu'on s'est mis en quarantaine, tout chez moi, et puis qu'on s'est mis à faire du Trampe au mur dans ma cour. Et puis, c'est suite à une blessure très grave, en fait, qu'on a parti le projet. On a décidé de créer le collectif Drop the Act et de faire des demandes de subventions. Je ne sais pas si tu veux mettre un peu... Oui, allons-y avec Drop the Act. Parfait. Alors, Drop the Act, un peu l'idée derrière ça, c'était comment est-ce qu'on peut trouver une nouvelle audience dans le Web3, dans les nouvelles technologies qui ressortaient. Pendant cette blessure grave dont je vous ai mentionné, il y avait un de mes coéquipiers qui passait énormément de temps dans les cryptos et puis les NFT, et puis juste du fait d'être proche de lui, on s'est tout intéressé à ces affaires-là. Et puis on s'est demandé, OK, comment est-ce que les smart contracts... Tu sais, moi, en musique, je reçois des royautés de Dexter, de Ordinary Joe. On n'a pas ça dans les présentations de cirque, on n'a pas ça en tant qu'artiste. Et puis on s'est mis à dire, il y a quelque chose d'intéressant ici pour que les artistes peuvent vraiment s'approprier leurs numéros, leurs mouvements, tous ces éléments-là. Comment immortaliser aussi, comment qu'on peut continuer à se servir de notre art après un certain âge, parce qu'on s'est mis à réaliser aussi qu'il y a une certaine... une durée maximum. Merci, oui, c'est ça, exact, où est-ce qu'on peut présenter. Alors, c'était là qu'on s'est mis à investiguer vraiment plus davantage ces nouvelles technologies-là. Et là qu'on atterrit, c'est là que j'ai contacté Sam, en fait, et Lab7, puis on a vu vraiment qu'on avait des objectifs en commun, puis que aussi il y avait des ressources ici avec le mocap, toutes ces technologies-là, RAF aussi, évidemment. Et puis qu'on s'est mis à essayer de poursuivre toutes les possibilités. Ouais. Peut-être juste pour clarifier, là, pour ceux qui ne savent pas, ben le but, un des buts, en tout cas, c'est de capturer le mouvement acrobatique avec les technologies de capture de mouvement pour en faire un geste signature qui peut se vendre avec les fameux NFT, les Non-Fungible Tokens, qui serait un autre panel au complet. Mais c'est ça, c'est pour donner vraiment une façon de monétiser, ou en tout cas de donner au moins le crédit à ceux qui créent ces mouvements-là. Exactement. Puis ça, je parle, ça peut être une présentation qui a été faite dans le studio, comme ça a été fait, comme une présentation faite sur scène. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut aller rejoindre un autre public et comment est-ce qu'on peut, c'est ça, comme j'ai dit, permettre que les artistes s'approprient un peu plus de ce qu'ils ont fait toute leur vie à faire. Tu sais. Alors ça, c'était Drop the Act. Drop the Act. Puis, c'est à travers ça un peu que j'ai eu vraiment l'opportunité avec Sam de faire le show Livici, qui est... je vous encourage à venir le voir le 15, 16, 17, je pense, c'est ça les dates, Sam? Oui, 15, 16, 17 décembre. Oui, exact. Pour ceux qui étaient là hier, il y a eu une présentation directement sur ce projet-là, Livici, qui veut dire Live and Virtual Circus, Livici. Donc, je te laisse continuer. Oui, en fait, c'est tout un univers comme un jeu vidéo basé sur mes compositions de musique, accompagné de plusieurs numéros de cirque
comme vous pouvez le voir, là. Et puis, en même temps, les gens peuvent le voir comme en live, peuvent le voir ainsi en live stream, mais aussi peuvent rentrer en VR sous format. La façon que je le décris, c'est comme un jeu vidéo. Il y a comme un jeu vidéo complet qui a été créé dans lequel vous rentrez, vous promenez dans mon cerveau, comme vous pouvez voir, et puis vous rentrez dans différentes pièces, puis à un moment donné, vous êtes transporté dans le premier niveau étant la première tourne du spectacle. Et puis dans cet univers-là, il y a un numéro qui se passe, il y a une présentation, tout est fait live, mais virtuellement en même temps. Il y a aussi des vitrines où est-ce qu'on peut voir carrément un live stream vidéo de ce qui se passe sur scène. Et puis on peut se tourner de bord carrément faire « Oh, il y a du cerceau aérien ici, mais quand je me tourne à une réflexion, un reflet dans l'eau, je vois ce qui se passe vraiment sur scène. » Pour moi, ça m'a... It was mind-blowing. C'est ça. Encore une fois, grâce à la capture de mouvement, on pouvait avoir des vrais artistes live sur scène qui performaient leurs numéros, mais qui manipulaient un peu comme des marionnettistes, des avatars qui évoluaient dans un monde virtuel. Donc, il était possible de les voir en vrai, en virtuel, en casque, tout ça. Oui, on portait des marqueurs actifs. Quatre différentes sortes d'audiences qu'ils pouvaient voir. Oui, c'est ça, exactement. On avait des marqueurs actifs. Alors, ça nous permettait d'avoir des costumes. Puis, en tout cas, j'encourage les gens à venir le voir parce que c'est vraiment... J'en parlerai davantage si vous voulez, là, mais je vais laisser le plancher aux autres, là. Parfait. Merci beaucoup, Florian. On va retourner à la dernière slide pour remettre ça. Et on va donc passer au volet questions-réponses. Donc, déjà d'emblée, peut-être que quelqu'un déjà a des questions pourrait déjà prendre des questions dans l'audience, ou vous voulez que je commence avec mes quelques questions d'avance? Je vais commencer. Qu'est-ce qui vous a mené à intégrer ce type de technologie dans vos spectacles? Peut-être, Mireille, tu peux commencer? Oui, en fait, j'en ai un peu déjà parlé tout à l'heure. C'est ça, je suis vraiment venue avec... tu sais, c'est sûr que là, moi, je travaille spécifiquement à la téléprésence, là, en ce moment. Mais c'est vraiment pour cette idée de rencontre, en fait. Comme je vous disais, moi, je travaille vraiment avec la notion de public, puis quand même certains moments de participation ou sentir vraiment mettre de l'avant l'immédiateté du spectacle. Fait que les premières fois qu'on m'a parlé de téléprésence, c'était vraiment cette idée de réunir un public plus grand et sur le territoire. Fait que moi, j'avais tout cet intérêt-là aussi à relier, en fait, les publics. T'sais. Fait que moi, fait que donc, c'est ça, c'est un peu le rêve là, de Bluff. Puis rapidement, je suis allée voir le Petit Théâtre du Vieux-Noranda qui a coproduit avec moi, qui eux étaient en Abitibi. Puis j'ai vraiment tripé à cette idée de collaboration avec quelqu'un sur le territoire qui permettre une sorte de rencontre là, à travers le Québec, à travers cette œuvre-là. Ça a vraiment été ça. Puis, fait que, je dirais que ce serait... c'est ça mon premier amour qui a fait que j'ai pu passer 5 ans de ma vie à faire de la téléprésence. Ouais. Oui, c'est ça. D'accord. Vous, les gars, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Ouais. Tu répètes la question, Edith? En fait, je me disais, parce que je pense qu'on a déjà un peu répondu à cette question-là déjà, fait que je vais passer à une question peut-être un peu plus pointue, spécifique. Est-ce que les technologies qu'on utilise rajoutent vraiment quelque chose de plus au spectacle? Ou est-ce qu'elles demeurent un peu au niveau du gadget? Ou est-ce qu'on se force parfois à trouver une raison pour rajouter une technologie où il y a vraiment une vraie raison qui fait que le spectacle en est meilleur? Ou en tout cas, qu'il y a une raison de rajouter une technologie? Alors, c'est une double question pour moi. C'est comme moi, je viens des technologies, enfin, je viens de la création numérique et je suis arrivé dans le spectacle, donc c'est comme c'est pas dans le même sens que ça se produit. Mais après, c'est une question qui dit, ok, est-ce que c'est les technologies ou les arts numériques ou les nouveaux médias ont une justification à être là sur scène Et en fait, je pense que c'est une discussion qu'on a déjà eue, c'est que comme tout artiste contemporain, on essaie de poser la question de notre époque, comme des artistes de la vidéo, comme Nam June Paik ou Bill Viola posaient la question de la télé ou de la vidéo dans les années 70. Il y avait un questionnement sur notre société qui était centré sur la télé, et l'artiste pose la question du média, donc pose la question de notre société. Aujourd'hui, on est complètement dans la question des nouveaux médias, des arts numériques,
de l'art numérique, de l'Internet, de tout ce qu'on veut finalement. Et c'est pas quelque chose qu'on rajoute pour moi au domaine de la scène pour donner le discours. C'est quelque chose qui est essentiel à un moment donné évoqué, juste pour poser la question de qu'est-ce que notre époque. On va toujours vouloir, je pense, c'est essentiel et profond dans tout être humain de vouloir voir des gens performer devant nous, chanter devant nous. Ça existe depuis que l'humanité est là, quoi. Derrière, autour d'un feu, on entend des histoires et on chante des chansons, quoi. Et je pense que ça va rester. Mais en tant qu'artiste, c'est aussi important de prendre notre époque comme source de création. Et notre époque aujourd'hui, on peut pas l'ignorer, quoi. Pas le dissocier, on vit tout ça avec un ordinateur super puissant dans les poches. Et on est complètement dépendant de cet objet-là aujourd'hui. C'est pas une question de critique de ça, c'est une critique ouverte, pas négative ou positive, c'est une question de c'est une réalité, et à un moment donné, quand on va proposer une création humaine, on va devoir l'intégrer, à un moment donné, c'est juste pour être présent. Et oui, si elle peut aider le discours d'un danseur, d'un chanteur, à l'accompagner dans sa performance, c'est un plus, évidemment. Ça a sa place, donc. Ça a complètement sa place dans le discours, mais... Didier? Ouais. Moi, je veux dire, il y a tellement... Technologie aussi, c'est tellement un terme large, là. Moi, je suis toujours pour, tant que ça va élever l'histoire et élever le message qu'on essaie de transmettre, je suis toujours pour. Je pense aussi que, tu sais, technologie, là, on parle des affaires assez complexes, mais les médias sociaux, ça fait partie de ça pour moi. Je pense qu'en tant qu'artiste aussi, tu veux toucher à tout. Tu veux vraiment vivre ces expériences-là, voir comment que ça va changer ta façon de performer, voir comment que toi, tu peux interpréter comment la technologie t'affecte, mais faut vraiment jouer, selon moi. Et puis, des fois, l'histoire est aussi fait partie de ta vraie vie. Tu sais, comme dans Livici, c'est là que j'ai proposé à mon épouse. J'ai demandé en mariage Véronica live et virtuel. On a vu ça. Félicitations. Ouais, non, c'est ça. Mais là, maintenant, ben voilà. Merci, j'ai vu qu'Alex a commencé l'applaud. Mais maintenant, je m'en sers dans d'autres spectacles. Je fais des shows de rue et puis je compte cette histoire-là. Et puis, ça fait partie de comment qu'on amène sur scène. Et puis et puis là, j'arrive du Mexique, je viens juste de me marier, et puis tout le monde, je les avais pas vus, ça faisait 2 ans avec la pandémie, mais eux, on peut vivre le moment directement, comme nez à nez presque, là, pendant que je faisais ça. La famille de Véronica était au Mexique, ma famille était à Montréal, et on peut vivre ce moment-là qui fait partie de mon histoire en tant qu'artiste, en tant qu'être humain, et puis qu'après ça, je m'en sers... dans les médias sociaux aussi, tout est interrelié de cette façon-là. Alors, le terme technologie est tellement large et même l'histoire aussi, pour moi, est rendue tellement élaborée qu'on ne peut pas ignorer que les technologies en font partie. Super. Si vous avez des questions, vous levez la main. Ah, il y a une question ici. Allez-y. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai juste pris un petit peu plus de temps. Tu es passé tout de suite à la question, mais j'en avais une qui est encore en train de se former dans ma tête, mais ça a rapport au spectacle hybride ou au spectacle virtuel. Ça vient d'un sentiment que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de biais contre les spectacles hybrides ou virtuels parce qu'on n'est pas capable de faire tout ce qu'on peut faire en personne. Mais on l'a vu hier avec la démonstration de trempe au mur puis de capture de mouvement. On peut aussi faire des choses qu'on ne peut pas faire physiquement. On peut aller plus loin que juste le physique. Donc, je serais curieux de vous entendre un peu plus sur... Oui, il y a des limites, il y a des challenges, il y a des défis, mais est-ce que le virtuel vous permet de faire, et comment, des choses qui sont impossibles à faire en personne, en physique? J'aimerais ça... on est souvent contre ça, puis on veut revenir au physique, mais... Oui, c'est une bonne question. Tout à fait. Qu'est-ce que ça permet de faire des choses surhumaines, des fois, là, qui seraient possibles autrement? Tu y allais? Ben moi, je peux peut-être, je réponds presque à la question, mais tu sais, le milieu théâtral, là, quand la pandémie est arrivée puis qu'on parlait de numérique, là, tout le monde... en tout cas, je pense que les arts vivants, ça a peut-être été pareil partout, mais dans mon milieu, tout le monde avait comme peur de perdre leur authenticité, peur de devoir faire du numérique parce que ce qu'on connaît vraiment, c'est l'art vivant, ce qu'ils connaissent bien, fait qu'ils ont dû comme s'adapter, puis ils avaient l'impression de perdre leur... Je pense que ce sentiment-là était en tout cas généralisé dans mon milieu.
Puis, tu sais, je pense que une grande problématique aussi, c'est l'idée qu'on dirait que la seule issue, c'était souvent la web diffusion, de juste comme rediffuser un spectacle. Puis je pense que ça manquait un peu de quelque chose de... En tout cas, pourquoi voir un spectacle en web diffusion comme un film, tu sais, en fait que ça marchait pas. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a eu beaucoup de... Je pense que là, on est rendu ailleurs. Je pense qu'on a réussi à démystifier que le numérique, c'est plein d'affaires. Puis effectivement, je pense que je vais passer la parole à Didier pour aussi comme exactement, ça peut au contraire permettre le mouvement d'aller plus loin en fait, puis de faire des choses qu'on pourrait pas faire physiquement en fait, comme je pense à Riopelle aussi ou. Moi, je pense, premièrement, dans le contexte de Livici, qu'est-ce qu'on a fait? Je pense que ça peut ouvrir même un marché au complet des gens qui sont pas nécessairement intéressés au cirque ou aux arts de scène à vraiment. C'est quelque part entre les deux de jeux vidéo et performance sur scène que les gens, partout à travers le monde, n'importe que ça se passe à Montréal, les gens à Tokyo puissent y participer. Puis après ça, au niveau de mocap, au niveau de... C'est vraiment... The sky's the limit. Il y a tellement de possibilités, surtout quand on met en jeu quelqu'un comme Raph qui, lui, a plein d'expérience et a vraiment une vision et connaît plus les possibilités que moi, qui est un artiste de cirque. Quand on arrive à collaborer ensemble, je pense qu'il y a des affaires incroyables qui peuvent arriver. Moi, par exemple, ce que j'aimerais vraiment avoir, c'est que dans les prochains concerts ou dans les prochains spectacles de ce genre-là, que les gens qui font partie du show puissent eux-mêmes utiliser les mouvements des artistes pour participer au numéro. T'sais, pour carrément leur bonhomme animé qui se promène puis qui voit le show live, que lui peut même, hey, je vais sauter sur la trampoline dans tel niveau, j'ai accès à tel truc, alors je vais participer au numéro, pouvoir même le filmer et après ça le poster sur mes médias sociaux. Qu'il y ait des gamers sur Twitch qui regardent le spectacle en live stream et qui eux-mêmes y participent, puis qu'il y ait une autre audience qui regarde le live stream de lui qui regarde le live stream. Il y a tellement de possibilités selon moi que... On n'a pas vu le bout encore. Non, puis de faire partie de tout ça, en ce moment, pour moi, c'est énorme. Là, je suis tellement fier de ce projet-là. Oui, et pour ramener une petite autre couche à ce que tu dis, c'est qu'en fait aussi, je me dis que les technologies, telles qu'elles soient, amènent toujours des contraintes dans la création, et il n'y a pas mieux que des contraintes pour être créatif. Et je pense qu'à un moment donné, chaque technologie, chaque contexte d'un espace, d'une technologie qui est un peu bancale ou qui amène d'autres spécificités, des bugs et tout ça, et à un moment donné, OK, il y a ça qui se passe, on va devoir faire autrement, on va devoir prendre un autre chemin. Et souvent, dans l'échappée, en fait, on va arriver sur une île inconnue qu'on n'aurait pas deviné, puis tiens, on se met à créer quelque chose de nouveau. Et pour moi, rien que ça, déjà, ça amène un plus, parce que ça amène d'autres contraintes, et ça va nous amener à voir la question du corps dans l'espace différemment, à voir la question de à un moment donné, on va devoir prendre des respirations dans la chorégraphie un peu plus, parce que d'une, c'est intéressant pour notre petit capteur qui a peut-être besoin de se calibrer. Mais tiens, bizarrement, ça fait sens avec la chorégraphie. Et enfin voilà, du coup, c'est ce jeu un peu de va-et-vient, de dialogue entre des outils qui ont leur puissance, leur avantage, leurs inconvénients. Et je pense la souplesse créative d'un metteur en scène, d'un chorégraphe, et d'un artiste numérique de jouer avec ces contraintes-là. Ouais, c'est clair qu'il faut avoir gardé l'esprit ouvert, ça c'est clair. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Samuel, en parlant du loup. En parlant du loup, avant la petite question, d'abord, souligner deux choses qui ont été dites, moi je trouve qui sont très pertinentes. Raph, cette idée-là, un peu de questionner les médiums contemporains, au même titre qu'à l'époque, quand il y a eu probablement les premiers radiothéâtres, les gens devaient se dire « mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Et donc aujourd'hui, on en est là avec toutes ces technologies-là. Puis la deuxième chose que je trouve qui est le fun entre les démos artistiques qu'on a eu hier et aujourd'hui, c'est l'éventail aussi de ces nouvelles technologies-là. Fait qu'il y a des choses qui passent par la capture de mouvement, par peut-être une transposition en univers 3D en métavers. Il y a des choses qui se passent sur scène avec d'autres capteurs qui font juste générer du son. Donc c'est très vaste. Et moi, j'ai l'impression, quand on parle des approches créatives hybrides, et c'est mon souhait ici avec le Lab, c'est de favoriser la rencontre entre les créateurs
et les ingénieurs qui viennent du milieu des technologies et les artistes. Puis comme l'a dit Mireille au début, quand est arrivée la pandémie, le réflexe des arts vivants, c'est de faire comme « je comprends pas » ou « ça me fait peur » ou « on va m'enlever quelque chose ». Mais je pense que plus on peut permettre ces rencontres-là entre les créateurs, les chorégraphes, les metteurs en scène, les compositeurs, avec des ingénieurs et des artistes numériques, mais c'est là qu'on va pousser les limites de ces technologies-là puis découvrir des nouveaux langages. Alors, ma question, c'est, en termes d'approche hybride, je ne sais pas quelles sont les bonnes pratiques ou les bonnes expériences que vous avez eues, à quel moment doit commencer ce dialogue-là, puis c'est quoi les enjeux peut-être aussi de ces approches-là hybrides, à quel moment cette rencontre-là intervient, puis comment ça pourrait peut-être être mieux? Juste être sûr qu'on parle d'hybride, là, on parle de public dans différentes Non, moi, positions, je parle de hybride au niveau du processus hybride qui fait appel aux créateurs des arts vivants et aux créateurs qui œuvrent dans ces nouvelles technologies-là. Au sens large. Oui, c'est bon, parce que hybride a beaucoup été utilisé aussi pour... Ah oui, ben, je prends parole. Je voulais juste poser la question. Attends, mais je voulais juste vérifier. Oui, c'est ça. Donc, hybride. Oui, OK. Ben, en fait, non, je vais laisser passer mes collègues. je prenais pas la parole. OK, Raphaël, est-ce que tu avais... Raph a collaboré avec des chorégraphes, avec des danseurs. Comment ça se passe, cette collaboration-là? Après, c'est toujours délicat parce qu'en fait, il y a des chorégraphes qui ont déjà une éducation sur ces technologies-là, qui ont déjà eu des expériences, et puis d'autres qui arrivent, ils ont vu une chose, et je vais faire la même chose, et puis qui ont pas c'est comme une éducation, puis en même temps de leur dire, enfin moi je pars tout le temps avec dans une discussion, je dis tout est possible. Après, c'est une question de temps et de budget, mais c'est pas faux. Et après, c'est comme essayer de recentrer les possibilités, quoi, mais comment dire, j'ai déjà travaillé avec des chorégraphes. À un moment donné, ils sont arrivés, avec un danseur chorégraphe, où à un moment donné, il était déjà arrivé avec sa chorégraphie. Il avait déjà tout son show. Puis moi, je devais créer une vidéo, une scénographie interactive qui jouait avec ça. Et puis en pleine création, j'ai eu une idée. C'était de lui mettre là, je faisais de la scéno, c'était de lui mettre des bandes élastiques blanches comme derrière lui, plusieurs, que je faisais du mapping vidéo là-dedans, qui suivait en temps réel. Et je lui dis ça, je vais te mettre au milieu de la scène, tu vas devoir danser. Ah, ouais. Mais du coup, tu vas devoir changer toute ta chorégraphie. Donc la technologie a influencé la chorégraphie. Ouais, voilà. Après, c'était aussi scénographie, là, mais la scénographie et la technologie, du coup. Mais du coup, après, quand je lui ai présenté l'objet et les contraintes, c'était vraiment clairement des contraintes, c'était donc ces bandes d'élastique qui tombaient du fond de salle et puis qui arrivaient au sol, qui longeaient le sol, qui restaient à ça du sol. Et du coup, il devait danser là-dedans, se démêler, jouer avec ça. Et du coup, toutes ces bandes-là étaient mappées en vidéo, en temps réel. Et ça faisait une chose intéressante visuellement, scénographiquement, et ça servait le propos qui était sur la question de l'emprisonnement, sur la question, voilà. Mais du coup, c'était intéressant de les confronter avec dire, ok, on a scénographiquement ou technologiquement quelque chose qui va apporter du sens aussi à la création. Et puis après, c'est au chorégraphe ou au metteur en scène d'avoir, comme je disais avant, de dire ok, on va peut-être changer parce que ça vaut le coup. Puis, ou s'ils veulent vraiment rester dans leur idée, dans leur focus, et que des fois la vidéo ou l'art numérique n'est considéré que comme un accompagnement à côté, quoi, une couche qu'on remet par-dessus pour avoir des subventions, parce qu'il y a plein de subventions avec les arts numériques. Ça marche pas, en général. Ouais, je pense qu'il faut qu'il y ait une collaboration, faut qu'on embrasse le chacun processus. doit laisser la place à l'autre aussi, pouvoir créer quelque chose qui fait du sens aussi. Et ça dépend selon les personnalités qu'on a en face de nous. Ouais. Absolument. D'autres questions? Je peux peut-être répondre là maintenant. Ah bon, ben allez, mais vas-y. je pense que c'est ça, c'est quand même un dialogue serré entre... c'est sûr que moi, je suis l'artiste, puis je touche pas à... J'ai des créateurs qui travaillent avec moi, avec mon directeur technique qui devient comme la personne avec qui... le concepteur numérique qui devient comme un partenaire, puis un dialogue, en fait, parce que c'est sûr que là, tu as des idées de mise en scène, puis bien sûr, la technologie a des limites. Fait que c'est sûr que comme on a construit Bluff, c'est vraiment des itérations, c'est à peu près 7 itérations différentes où à chaque fois, on se donnait des micro-objectifs de comment la technologie rentre en relation avec les acteurs. Fait qu'au début, on a
on a installé un dispositif, on a joué dedans, on a observé, Pour le comprendre puis pour le l'apprivoiser. comprendre, l'apprivoiser aussi, même écrire. L'auteur était dans la salle. Comment on écrit un texte à partir de ça? C'est quoi le rythme de la technologie? Fait que, tu sais, c'était vraiment un apprivoisement très lent, par petites bouchées aussi. Puis, bien sûr, les contraintes créent l'art, là, mais tu sais, c'est sûr que, dans le fond, c'est « Ah, je peux faire ça? OK, on va faire ça. Je peux-tu faire ça? OK, ça marchera pas, on va faire ça. » Fait que, tu sais, tout est une construction, mais c'est vraiment, moi, je dirais, la clé, c'est la communication entre l'artiste et la personne qui est à la technique. Voilà. Ouais, c'est souvent ça dans tout spectacle, mais particulièrement dans les spectacles à haute teneur technologique, où la technologie prend quasiment un rôle en soi, là, effectivement. Tu voulais-tu rajouter quelque chose? Oh, ouais, ben, je ne veux pas trop prendre de temps. Là. C'est correct, c'est correct. Il nous reste 9 minutes 22. Belle aussi, là, qui... Mais non, moi, je voulais dire, pendant Livici, tu le sais aussi bien que moi, Sam, qu'il y avait tellement de... C'était complètement fou comme concept, puis qu'on a réussi à l'avoir. Là. Juste nous, il y avait, je sais pas, 60 capteurs actifs, 52, et Par artiste. Là. Par artiste, dont les batteries duraient 3 heures, je pense, c'est ça? Alors, si on faisait les répétitions, il fallait les changer à tous les 3 heures. Ça ne devait pas prendre 5 minutes, ça. Oh non. Puis je peux te dire, la première fois qu'on les a installés, on a tous eu peur. Hein? Je me souviens qu'on a fait ça. A pris combien de temps à mettre le costume à Didier? Mais encore, il faut faire confiance à la procédure, il faut faire confiance aux gens avec qui on travaille. Je veux dire, Thomas et Sam, et même, tu sais, à performer sans avoir rien derrière nous, sans voir le résultat au début, tu es un peu comme à quoi ça va de l'air. Puis finalement, quand tu vois le produit après, c'est comme « Oh my God, man! » Puis tu sais, en tant qu'artiste, je pense aussi qu'il faut que tu aies un désir de vouloir pousser au niveau de l'innovation quand tu t'embarques dans un projet. Passer par-dessus toutes ces contraintes-là, de temps, de budget, exact. De batterie, changement de batterie. Question? Ah oui, Alexandre. Il reste 7 minutes. Juste pour revenir sur ça, parce que je me retrouve souvent confronté à cette réaction du public. C'est vraiment très évident dans quel camp les gens tombent quand on parle d'innovation technologique dans les arts de la scène. C'est soit une réaction de rejet complet, « Oh, ce n'est pas de l'art, ça dénature mon art, on n'est plus authentique », et versus les autres comme Didier qui vraiment voient une façon d'expérimenter et d'aller plus loin dans son art. Et je pense c'est fun à dire on peut faire les deux en même temps, de voir Didier et des gens qui sont envers ça. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer de convaincre les gens qui sont contre ça, de tester? Parce que souvent, ils ont aucune idée, ils n'ont jamais vu le truc en question, mais ils ont des opinions très fortes. Donc, est-ce que vous avez des conseils pour aider des gens comme moi en développement? Ou bien c'est peine perdue, et puis on devrait juste se concentrer sur ceux qui veulent voir de quoi ça a l'air. Il faut faire un produit adapté. Je crois qu'en général, si tu essaies de forcer les gens, ils ont tendance à faire encore back-off. Quoi. Il faut les piéger, faire croire que c'est... Non, mais c'est ça. Dans un certain sens, je pense. Ben, j'ai l'impression qu'on a une... là, c'est sûr que là, ces gens-là... il faut qu'ils viennent voir les shows, puis nos shows doivent avoir une authenticité envers la technologie. Mais je pense que c'est nous, comme artistes, c'est notre devoir que la parole artistique qui passe par les technologies soit authentique, puis révèle un message fondamental ou un mouvement fondamental ou un acte. T'sais. Nous, c'est comme notre responsabilité d'artiste, puis ben, plus le public qui n'est pas convaincu va venir en voir, puis va ressentir, c'est ça. Puis je pense que il y a une partie qui a un petit préjugé aussi au niveau du gadget. T'sais, moi, je travaille à la Société des arts technologiques qui en font beaucoup de gadgets. Là, ils travaillent sur plein de prototypes, puis ils travaillent dans des... toute cette partie-là de recherche est très peu accessible parce que tu vas voir ça, tu fais... c'est très niche. Là. C'est ça. Avant que ça se rende au spectacle, ça prend du temps. Avant que justement ça rencontre le public ou ça rencontre l'artiste, là, ça prend du temps. Là, mais souvent, c'est que... Fait qu'il faut peut-être qu'une recommandation, c'est de leur faire voir des œuvres un peu plus abouties ou de plus en plus, il y en aura des plus abouties parce qu'effectivement, des fois, ça peut... les expériences trop hermétiques pour certaines personnes peuvent faire peur, peut-être aussi. Oui, moi, je pense que je fais beaucoup de parallèles avec la musique. Là. Puis, tu sais, au début, même quand l'enregistrement, les vinyles sont sortis, les gens étaient
pensaient que c'était le diable. C'était Une vraiment... hérésie. Ouais. Exact. Puis après ça, ça a amené tellement de... C'était tellement complémentaire à la performance live. Il va toujours avoir des gens, je pense, qui sont contre ces affaires-là. Et puis aussi, la technologie n'est pas parfaite. Là. Aussi, à la musique, à un certain temps, il y avait des synthétiseurs, il y avait tous des drums faits artificiellement. Et puis, c'est pas tout le monde qui aimait ce son-là. Les gens étaient souvent plus analogues, enregistrement sur tape, tout ça. Mais plus ça avance, mieux ça s'adapte. Et puis aussi, les goûts, ils changent. Tu sais, moi, Pink Floyd, j'aimais pas ça au début. Puis éventuellement, à force de l'écouter, j'ai vraiment compris que, wow, OK, c'est un œuvre d'art, ça aussi. Alors, non, j'essaie de penser à un bon argument pour toi, là, mais... Pas évident. Mais toi, avant que tu fasses ce projet-là, est-ce que je t'avais parlé du métavers, tu aurais dit quoi? Puis après, maintenant que tu l'as fait, maintenant tu dis quoi? Tu m'aurais parlé avant, j'aurais été vendu, déjà, à la base. Okay, Mais, Donc, quelqu'un t'aurait parlé, mettons pas Alex, là, quelqu'un t'aurait parlé du métal. C'est ça, je suis peut-être pas aussi dans les noms, là, mais tu sais, même pour les artistes, tu sais, on a eu une discussion aussi avant. Un moment donné, moi, avoir fait des spectacles, au-dessus de 2000 spectacles au Cirque du Soleil, tu perds un peu, tu deviens, attends une seconde, je suis un artiste ou un interprète? Parce que je fais juste répéter. Je fais juste refaire la même prestation que j'ai travaillé pendant 4 mois en création. Puis j'ai eu un désir énorme de faire, il faut que je teste autre chose, il faut que j'aille à la recherche de d'autres formes de performance, il faut que j'aille m'exprimer d'autres façons. C'était la musique pendant un certain bout de temps, mais aussi au niveau du mouvement, du corps humain, il fallait que j'aille expérimenter à faire autre chose, parce que sinon... quelque part là-dedans, oui, je raffinais mon œuvre de trampoliniste, mais je perdais une certaine partie de mon âme artistique aussi, de pas avoir des challenges. Ouais, c'est ça, de pas avoir une fin, d'être affamé, de vouloir créer, de vouloir expérimenter avec des nouvelles affaires, des nouveaux gens aussi. Tu sais, être en contact avec des gens comme Raph, avec A. Thomas, qui, eux, leur monde, c'est le digital. C'est là que tu peux avoir des conversations, t'asseoir avec, puis réaliser qu'eux, ils sont affamés artistiquement autant que tu l'es, toi. Et puis c'est ça le driver, en quelque part. C'est ça qui devient comme « wow, this is happening ». Like, t'as pas le choix, là. C'est en mouvement, et puis soit que tu embarques sur la vague ou que tu restes sur la plage à brûler. OK. Super. Il nous reste un petit 2 minutes pour une petite dernière question rapide, si quelqu'un en a une. Peut-être, on dirait que j'ai envie de resurfer sur ce qu'Alex a demandé, mais aussi, tu sais, je pense que la recherche est essentielle, tu sais. Je veux dire, je donne souvent l'exemple, tu sais, je veux dire, Robert Lepage, là, son premier show, le cirque aussi, là, je veux dire, la recherche est essentielle, tu sais, fait que pour convaincre aussi les gens, c'est peut-être pas là tout de suite, c'est peut-être pas parfait encore, mais ça peut le devenir, là. En tout cas, j'aurais cette tendance à dire ça. Ouais, puis je pense pour terminer, je pense qu'il n'y a pas il y a pas de technologie, puis il y en a plein. Il y a plein de spectacles, de types de formes qui ont des différentes étapes de. Moi, je pense à une compagnie qui s'appelle 14-20, une compagnie de danse qui fait de la magie nouvelle, où en fait il y a aucune technologie visible sur scène, mais pourtant il y en a à cacher. Et du coup, on va avoir un spectacle de danse, mais il y a un truc magique qui se passe, où les gens vont commencer à flotter dans l'air. L'illusion est parfaite. L'illusion est parfaite. C'est comme, ça peut donner les clés déjà à dire, OK, là, je suis allé voir quelque chose qui, à la base, était censé être quelque chose que je connais. Et puis, on m'a un petit peu décalé hors de ma zone de confort, doucement. Et step by step, tu peux peut-être les emmener vers des choses un peu plus complexes et un peu plus ouvertes au niveau de la technologie visible. Je sais pas. Tout à fait. Yes. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là.